Donc on va ouvrir notre première session collective sur les innovations et les alternatives existantes en termes de changement de pratiques alimentaires. Alors aujourd'hui, c'est sûr, on assiste à tout un foisonnement d'initiatives pour chercher à consommer autrement. C'est pas nouveau, on l'a vu tout à l'heure, mais peut-être que par le double effet de la crise et du développement des réseaux sociaux, finalement ça favorise des nouvelles pratiques sociales qui peut-être contestent l'idée selon laquelle consommer est un acte passif, est un acte qu'on subit, et peut-être qu'il y a possibilité de réenchanter finalement la consommation à travers des processus soit de désintermédiatisation, tout au moins de chercher à réduire les intermèdes dans la chaîne, à travers des modes d'échange et de collaboration qui seraient non marchands, à travers le recyclage, la sobriété, l'autoproduction, etc., etc. Donc toute une série d'initiatives qui renvoient à ce que dans d'autres secteurs on étudie à travers par exemple l'économie collaborative, l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire. Et évidemment, dans le domaine alimentaire, l'inspiration des initiatives citoyennes est très vaste. Donc vous imaginez qu'il a été évidemment pour nous très très difficile d'essayer de faire un choix. Et en l'occurrence, nous, il ne nous appartient pas à la chaire de faire un choix ou de promouvoir une alternative plus qu'une autre, mais plutôt de s'en faire l'écho et de vous le proposer, de cet éventail d'innovations possibles. Des innovations qui se situent soit dans le système pour essayer de le changer, soit un petit peu en bordure du système, soit carrément à la marge, en dehors du système. Alors bon, évidemment, on ne va pas lancer le débat ici, on pourra discuter des mérites comparés du réformisme paisible ou de l'alternative plus radicale. Un débat qu'on ne tranchera pas nous, qui est sans doute aussi vieux que l'homme et la politique, depuis qu'il s'intéresse à la chose publique. Quoi qu'il en soit, on avait un souci quand même de représentativité d'un certain nombre d'initiatives possibles. Alors parmi lesquelles, une première qui est de rapprocher le producteur du consommateur. Ça se passe aux États-Unis, où on a théorisé le concept de food desert, de désert alimentaire. Un désert alimentaire étant entendu comme une aire géographique où une offre de nourriture saine, de fruits et de légumes notamment, et abordable n'existe pas. Et pour lutter contre ces déserts alimentaires, se sont mis en place des marchés mobiles de producteurs. Et c'est ce que va nous expliquer Lydia Zepeda, qui nous vient de l'université du Wisconsin à Madison, où les professeurs de sciences de la consommation. Donc le Wisconsin, c'est tout au nord-ouest, là-haut, au nord-ouest de Chicago, près des lacs, tout au nord, près du Canada. Donc elle a fait un très très long voyage, mais gagné au moins 50 degrés dans le décalage horaire. Donc on la remercie pour le long voyage, mais je pense qu'elle en profite bien. Elle nous fait le plaisir de parler en français. Donc on excusera ces éventuelles fautes, évidemment. Deuxième initiative proposée avec Benjamin Deveau, qui est animateur à Terre Nourricière, et Noémie Recouvreur, qui vont nous décrire des expériences locales ici, à Montpellier, notamment le glanage d'olives, les jardins partagés, la solidarité alimentaire via un réseau informel qui s'appelle Food Not Bonds. Donc voilà qui pourra inspirer notamment la jeunesse triomphante de cette salle, de s'impliquer dans une de ces initiatives. Troisième volet, peut-être qu'il s'agit de rendre à César, alias David Erhardt, ici présent, d'abord son sigle, hein, on rigole souvent autour de ça, puisqu'on est la chaire UNESCO Alimentation du Monde, donc souvent c'est l'acronyme ADM, donc on lui rend quand même évidemment son ADM à lui, puisqu'il travaille à Artisans du Monde. Et je sais qu'il a... Au moment où il était question d'un procès, il voulait nous poursuivre pour usage abusif et grossier d'acronymes. Alors d'autant qu'on se méfie un peu, parce que monsieur, quand même, il faut le préciser, fait partie des 20 personnalités équitables francophones de l'année 2013. On l'en félicite. Et on peut même influer sur le vote. Je crois que le vote est ouvert. C'est clos. C'est clos. Bon, alors je ne sais pas si le résultat est connu. Ah bon. Mais bon, sachez qu'il était quand même en compétition avec Nelson Mandela. Donc bon, c'est sûr que ça relativise le résultat. Ouais. Alors en tout cas, David Erhardt, il est le responsable du plaidoyer des campagnes et des relations avec les partenaires du Sud.
Et donc plus sérieusement aussi, l'idée de rendre au commerce équitable la place ici à cette table, puisque c'est quand même un des mouvements pionniers ou historiques qui a cherché à transformer les modes de consommation et introduire de la solidarité dans les actes de consommation. Donc il va nous réhabiliter ou reformuler les objectifs du commerce équitable qui sont alliés donc à un objectif citoyen. Et puis quatrième proposition qui nous sera faite par, et c'est une référence directe à la fiche de la conférence de ces coopératives de consommation alimentaire, par Brian Hourihan, qui vient de Paris, où il lance une coopérative de consommation alimentaire qui va s'appeler, parce qu'elle s'ouvrira l'année prochaine, mais qui a déjà lancé l'appel aux sociétaires, La Louve, qui est inspiré d'un projet de coopérative alimentaire qui a lieu à Brooklyn. Et donc il va nous expliquer comment ça fonctionne et revenir sur justement la grande histoire de ces coopératives de coopération alimentaire, ces coopératives de consommation alimentaire. Voilà, alors je propose de donner la parole tout de suite à Lydia Zepeda. Donc c'est cette expérience de marché mobile aux États-Unis. Merci. Je suis vraiment ravie d'être ici pour présenter mon recherche des marchés mobiles de producteurs pour lutter contre les déserts alimentaires. Je vous demande votre patience et votre pardon pour mon français. Je pense que ce sera la plus amusante présentation aujourd'hui pour mon français. Je voudrais remercier mon co-auteur, Alice Reznikova, et le financement de l'Agriculture Marketing Service. Voilà, Alice. Et voilà une carte des États-Unis avec les déserts alimentaires en vert. Je pense que le désert alimentaire, c'est une idée pour les Français très bizarre. Peut-être, mais peut-être vous pensez que tous les États-Unis doivent être verts. Je ne sais pas. Mais aux États-Unis, les déserts alimentaires se trouvent dans des communautés à revenus faibles et avec accès alimentaire limité. Ça veut dire que l'indice de pauvreté est au-delà de 20% et un tiers de la population habite à plus de 1 000 d'une épicerie, 16 km dans les régions rurales. Le manque d'accès aux nourritures saines est un problème dans les déserts alimentaires parce qu'il implique des problèmes de santé, l'obésité, le diabète, par exemple. Et il y a plus de 40 marchés mobiles qui ont commencé depuis 2003 aux États-Unis. Mais est-ce qu'ils sont une solution à le manque d'accès aux nourritures saines aux États-Unis? Les marchés mobiles sont-ils une idée ancienne qui toujours se trouve dans Afrique et Sud-Amérique? Mais aux États-Unis, est obligatoire d'avoir une bourse ou un camion. On n'utilise pas les chevaux. Et ils sont des ONG et utilisent des bus et les camions. Pour la recherche, je voudrais savoir si est-ce que les marchés mobiles facilitent la consommation saine et quels sont les obstacles. Nous avons fait un groupe de focus avec 8 groupes, 2 groupes à chaque site, 4 sites aux États-Unis. Les 2 groupes sont les clients des marchés mobiles et les non-clients des marchés mobiles. Les sites sont en rouge. Le premier, c'est à Stevenson, Washington. L'ONG s'appelle Gorge Grown Mobile Market. Il favorise l'alimentation soutenable et locale. Et le marché mobile est une pointe d'attache pour les marchés des producteurs. On utilise des camions pour les marchés mobiles.
et le marché mobile, la communauté servie par le marché mobile est rurale, 94% blanc, avec l'indice de pauvreté de 15% et un revenu médian des ménages de $31 000 par an. Le deuxième site, c'est chez moi, à Madison, Wisconsin, une ville de 200 000 habitants. Le ONG s'appelle Freshmobile. On utilise un camion pour le marché mobile. Et fondé par un propriétaire d'une épicerie et favorise l'accès à l'alimentation saine, conventionnelle. La communauté servie par le marché mobile est 19% afro-américaine et 28% hispanique. L'indice de pauvreté est 19% et le revenu médian, c'est $32 000 par an. Le troisième site, c'est à Chicago. Le ONG s'appelle Fresh Moves. On utilise des bus pour les marchés mobiles. Fresh Moves, même comme Fresh Mobile, favorise l'accès à l'alimentation saine conventionnelle, mais il y a des programmes éducatifs. La communauté servie pour le Fresh Moves est urbaine et 86% afro-américaine, avec l'indice de pauvreté très très haut, 39%, et un revenu médian très bas, $15 000 par an. Le quatrième site, c'est à Washington. L'ONG s'appelle Arcadia. Arcadia favorise un système d'alimentation équitable, soutenable, surtout bio et local. Et il y a des programmes éducatifs et une petite ferme. On utilise un bus pour le marché mobile et la communauté est urbaine, 97% afro-américaine, avec l'indice de pauvreté très haut, 38%, mais le revenu médian très haut aussi parce que Washington, c'est une ville très chère, de $50 000 par an. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que la différence des consommations des fruits et légumes est différente entre les deux groupes, les clientes et les non-clientes des marchés mobiles. Les clientes mangent 3,5 portions de fruits et légumes par jour et les non-clientes mangent moins que 2 portions de fruits et légumes par jour. La différence est significante statistiquement. Cependant, le gouvernement indique qu'on a besoin de manger 5 à 9 portions de fruits et légumes par jour, mais 54% des participants dans la recherche s'intéressent à manger plus de fruits et légumes. Mais quels sont les obstacles? Les perceptions de la consommation saine est un obstacle. 51% des participants croient qu'ils mangent assez de fruits et légumes, mais seulement 8% mangent au moins de 5 portions par jour. Ça veut dire qu'il y a besoin de directives simples, comme manger 5 portions par jour. Et il y a besoin de bien s'informer sur la définition d'une portion, parce que tous les participants m'ont demandé qu'est-ce que c'est une portion de fruits et légumes. Nous avons trouvé que pour la plupart des familles, l'objectif le plus important des repas, c'est de se satier, n'est pas le plaisir, n'est pas la santé. Nous avons trouvé aussi, ça veut dire qu'on a besoin d'expliquer l'importance des fruits et légumes.
Nous avons trouvé aussi que les gens trouvent difficile de faire des repas sains pour une seule personne, spécialement les aînés. Ça veut dire qu'on a besoin d'expliquer les méthodes de la cuisine facile et favoriser la cuisine ensemble. Un autre obstacle, c'est le manque de connaissances. Les participants ne se rendent pas compte des marchés mobiles, ou ils pensent que ce sont des marchés spéciaux pour les autres. Et ils ont besoin des rappels, spécialement les aînés. 56% des participantes veulent plus de publicité, comme les fouillets et les haut-parleurs. Beaucoup de monde nous a dit qu'ils veulent une chanson qui annonce que le bus, le camion arrive. Et l'information que les participants veulent sont où et quand sont les marchés, quels produits sont de vente et à quel prix, est-ce que n'importe qui peut acheter et est-ce que les coupons SNAP sont acceptés. SNAP, c'est un programme du gouvernement pour les pauvres. Un autre obstacle, c'est l'accès. 40% des participants ont mentionné les prix, spécialement à la fin du mois. 88% des participants font des emplettes au hypermarché et cherchent de bons prix. Ça veut dire que les marchés mobiles doivent vendre à prix moins élevé, oui, et avoir des promotions à la fin du mois quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de coupons SNAP. Nous avons trouvé que la communauté est importante pour les participants dans la recherche. Les clients des marchés mobiles à Chicago habitent plus près que le non-client, par exemple. Mais entre tous les participants, un quart perçoivent que les marchés mobiles sont commodes, mais un tiers voudrait plus des arrêts ou des arrêts plus fréquents ou à des heures différentes. 27% voudraient plus de variétés des aliments, particulièrement des aliments principaux. Ça veut dire que les marchés mobiles doivent ajouter plus des arrêts à des heures plus commodes et favoriser le guichet unique. Finalement, nous avons trouvé l'importance de la valeur et les services entre les participants. 28% des participants ont mentionné que la qualité des produits définit leur valeur. Et à Chicago et à Washington, 30% des clients des marchés mobiles, spécialement les aînés, ont mentionné des expériences fabuleuses à cause de personnel instructif et serviable. Ça veut dire que les marchés mobiles ont besoin de fournir des produits de haute qualité et d'assurer que le marché soit propre, attractif et avec des produits frais. Les marchés mobiles ont besoin de plus de personnel pour avoir beaucoup de services et serait désirable d'employer des gens de la communauté pour faire la confiance avec les clients. En conclusion, les marchés mobiles facilitent la consommation saine dans les déserts alimentaires parce que les clients mangent plus de fruits et légumes. Mais les participants ont besoin d'informations simples sur la nutrition et la cuisine. Ils veulent l'accès, spécialement en fin de mois, aux aliments principaux, plus des arrêts à des heures commodes et plus de publicité. Nous avons trouvé que la confiance est très importante pour les communautés vulnérables et les communautés servies par les marchés mobiles veulent ce que tout le monde veut, la valeur, la qualité et le service. Si vous voulez plus d'informations, visitez mon site internet. Et il y a une communication, mais en anglais. Mais peut-être mon anglais est
plus facile de comprendre que mon français. Et je veux remercier votre attention. Merci. Bien, merci beaucoup Lydia. On voit donc le succès de ces marchés mobiles qui contribuent donc clairement, visiblement, à travers votre étude à une alimentation plus saine dans les déserts alimentaires, avec quand même les obstacles que vous relevez, notamment la perception de ce qui est effectivement une alimentation saine, le manque visiblement de communication et de publicité autour de ces marchés mobiles, et puis les questions de l'accès, on l'a vu, à ces marchés. Alors, autre initiative avec Benjamin Deveau, donc, qui, je rappelle, est animateur à Terre Nourricière, et Noémie Recouvreur, qui vont nous conter quelques expériences ici même à Montpellier. Noémie, t'as un film. Bonjour à tous. Alors, moi j'ai fait le choix, et puis suite aux discussions avec Damien, de juste proposer quelques photos qui tournent en fond en même temps qu'on va dire 2-3 mots. Voilà, l'idée c'était de faire un témoignage un petit peu d'expériences diverses qu'on a pu vivre, donc Noémie et moi, voilà, que ce soit des expériences institutionnelles ou non. L'idée c'est pas de faire une liste exhaustive de ce qui se fait à Montpellier, mais bien juste de témoigner d'actions auxquelles on a participé. Donc la première dont je voulais vous parler, c'est les photos qu'on voit juste derrière, c'est le jardin de Magnol. Donc c'est un jardin pédagogique qui est installé juste à côté d'ici, dans le parc Magnol, rue Las Sorbès. Et donc là, c'est une initiative portée par l'association Terre Nourricière, avec la volonté d'installer un jardin. Ça a fait suite avec un premier jardin qui avait été créé au village du Père Soulas, donc avenue du Père Soulas, et qui avait été créé en 2010-2011. Et là, le jardin de Magnol existe depuis 2012, avec pour objectif des objectifs clairement pédagogiques, de proposer des animations pour tout public, alors avec des enfants dès l'âge d'1 an, 1 an et demi, et puis de proposer des séances avec des scolaires, avec du grand public et avec des adultes, où on va être peut-être un peu plus orienté sur un aspect formation en agroécologie notamment. Voilà, l'idée c'est finalement, à travers cette expérience du jardin de Magnol, c'est d'inviter les gens qui viennent participer à cultiver un petit bout de terre ici avec nous, et puis essayer d'essaimer un petit peu ces pratiques de cultiver chez soi son petit bout de terre, ou même sur son balcon, voilà, et d'essayer de recréer du lien. Et moi je le constate beaucoup avec les enfants, notamment entre ce qu'on consomme et comment ça a été produit. Et ça, le support d'être vraiment les mains dans la terre, et de jardiner, et de voir l'évolution de ce petit jardin au milieu de ce parc municipal, ça a des effets au quotidien. En tout cas, moi, auprès des enfants, je le constate régulièrement. Voilà, donc là, il y a quelques photos de la création du jardin, des panneaux qu'on a pu installer aussi pour essayer de donner une dimension encore plus pédagogique à cet espace. Voilà, c'est un jardin donc qui est vraiment porté dans un cadre associatif, pour lequel on a des soutiens de la municipalité, des collectivités territoriales et de fondations aussi qui nous accompagnent pour financer ce jardin. Alors qu'on va voir que les 2 autres initiatives dont on va vous parler sont pas institutionnelles, sont plutôt portées par des collectifs indépendants de citoyens. Voilà. Alors la deuxième initiative, comme disait Benjamin, c'est un collectif que l'on appelle le collectif de l'Olivette de la Valsière, qui est informel. On est un noyau dur de 10 à 15 personnes qui portons le projet, et on peut regrouper 30 à 40 personnes dans l'année qui s'investissent aussi dessus. L'idée est simple, elle est née de l'envie de récolter les oliviers abandonnés et de créer sa propre autosuffisance ou quasi-autosuffisance en huile d'olive. Donc pour présenter un peu l'histoire de ce collectif, je vais faire le lien vers une autre association montpelliéraine qui s'appelle On passe à l'acte, qui est un journal d'initiative positive montpelliérain, qui a commencé par faire un bel inventaire d'initiatives présentes dans le Sud, et qui a fait un tour de France cet été. Et le reportage est celui de Tim, qui est l'un des initiateurs du collectif de l'Olivette. Et pour vous présenter un peu de quoi on est parti, puis je vous donnerai 2-3 informations en plus à la suite de la vidéo.
On a décidé de récolter un champ d'oliviers abandonné en zone périurbaine. Pourquoi aller bosser pour gagner de l'argent pour acheter de l'huile d'olive alors que je peux bosser pour avoir de l'huile d'olive directement? On était trois à avoir eu l'idée de récolter des olives dans des endroits publics. Moi j'avais repéré cet oliveraie près de chez moi et il y en a deux autres qui voulaient récolter des olives dans les facs et sur les CTU. Et du coup on en a parlé par hasard et on a fait tout ensemble et on a exploité cet oliveraie. J'ai vu ça près de la maison. Je me suis dit, faudrait peut-être faire quelque chose, un chantier de jeunes, un truc, mais je savais pas sous quelle forme du tout. Et parce que voilà, il n'y avait pas que à récolter, je voyais bien qu'il y avait plein de rejets au pied, qu'il y avait des choses qu'il fallait rénover un petit peu. Chacun a appelé ses amis et parce qu'il y avait des olives à récolter, et puis les gens sont venus, et la première année, il y a eu bien 40 personnes qui sont venues pour la récolte. Certains juste 1 heure, d'autres un peu plus, 10 heures ou plus, mais il y a eu du monde, quoi. Il y a eu très très vite avec le bouche à oreille. Ensuite, on est allé voir le propriétaire avec une bouteille d'huile et il nous a signé un prêt à usage. En gros, c'est ça l'histoire. Il y a un noyau dur d'environ 10-15, on va dire. Et après, autour, il y en a un peu plus. C'est plus ou moins de l'autogestion, on pourrait dire. On fait des réunions où on discute tous ensemble. Des fois, ça met un peu de temps à prendre une décision, mais au moins, il n'y a pas de chef et ça fonctionne quand même, quoi. Les citadins sont déshabitués, j'imagine, à se servir dans les arbres comme ça, mais peut-être qu'ils sont plus habitués à aller au supermarché, je sais pas. On est plus ou moins autonome en huile d'olive, en tout cas on aimerait bien et on pourrait, je pense. Sur On passe à l'acte, on trouve une série de reportages en ligne. On affichera tout à l'heure le lien internet qui permet de retrouver d'autres initiatives locales un peu partout en France maintenant. Donc ce que disait Tim, qu'on n'entendait pas, c'est que le projet a commencé en 2010 avec 3-4 personnes qui constataient qu'il y avait un certain nombre d'oliviers dans l'espace public, chez des propriétaires, dans les facultés, qui étaient là, abandonnés, pas récoltés. Et cette année-là, s'est constituée une équipe, au final, par bouche à oreille, de 30 à 40 personnes qui se sont mis en hiver à récolter un certain nombre d'huiles. Il y a eu 260 litres d'huile, pour information, cette année-là, de récolter, répartis après entre chacun. Et cette même année-là, donc on peut dire qu'on est à la fois des glaneurs, parce qu'on continue à faire ça, à observer les oliviers qui sont un peu partout et à essayer d'avoir des autorisations pour aller récolter. Voilà. Et depuis 2010, on a contracté un contrat à prêt d'usage qu'on appelle aussi un contrat de commodat avec un propriétaire qui a un terrain à la Valsière. Donc la Valsière, c'est un quartier de Grabel, au nord de Montpellier. Il y a 142 arbres sur ce terrain-là et depuis 2010, on a l'autorisation de gérer le terrain, de l'entretenir et de récolter ces olives pour aussi en faire notre huile. Donc ça nous permet à nous d'expérimenter, d'apprendre des choses. Voilà. Ça continue. Cette année, on a fait 166 litres d'huile au total. On est un peu moins nombreux qu'au début, sachant que ça fonctionne sur le temps d'investissement que chacun a envie d'y mettre. On n'a pas d'organisation vraiment derrière formelle, mis à part un endroit, une maison où on rassemble le matériel et quelques informations relatives aussi à la taille de l'olive et à d'autres sujets, et un tableau Excel dans lequel on note nos heures, parce que c'est comme ça à la fin qu'on finit par se répartir l'huile, en fonction de l'investissement de chacun. Voilà pour le collectif de l'Olivette et la dernière initiative. Et donc la dernière initiative dont on voulait vous témoigner aujourd'hui, c'est le Food Not Bombs.
alors je ne sais pas si certains connaissent déjà ce collectif. C'est un collectif qui a vu le jour aux États-Unis, à Boston, dans les années 80-81, à l'époque des grands mouvements d'opposition au nucléaire notamment, et qui est un collectif qui a pour principe de valoriser la nourriture qui est destinée à être jetée et la proposer gratuitement dans l'espace public. Donc c'est un collectif qui ensuite se décline dans différentes villes. Ici à Montpellier, le premier repas partagé a eu lieu en mai 2012 et depuis il y en a eu un par mois. Donc avec vraiment ce principe de valoriser cette nourriture. Donc ici à Montpellier, ça s'organise sur une récupération sur les marchés. Donc marché des Arceaux et puis aussi l'autre marché qui est le marché à Figrolles qui a lieu tous les jours. Donc récupérer des produits destinés à être jetés, les cuisiner. Et puis ensuite, on va dire ouvrir une zone d'autonomie temporaire en ville. Donc à Montpellier, ça se passe sur la place de la Comédie. Et de distribuer, de partager ce repas avec tout le monde, avec qui veut venir goûter ce qui a été produit. Les autres grands axes du collectif, donc ils sont déclinés en différents mots. Il y a le côté frigan, donc ce qu'on appelle frigan, c'est la récupération et le fait de se nourrir d'aliments destinés à être jetés. C'est l'entière matière qui va être proposée et tous les plats qui vont être proposés sont véganes, donc végétaliens, aucun produit d'origine animale. Alors à la fois sur un souci, en tout cas sur une envie éthique et de mettre en avant ces valeurs de droit des animaux et de non-violence, et en même temps le caractère universel de ce mode d'alimentation qui convient à beaucoup de personnes ayant des régimes alimentaires spécifiques. Un autre axe, c'est évidemment la gratuité, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune participation financière demandée aux gens qui viennent partager les repas, et puis une autogestion dans l'organisation du collectif. Donc c'est pas une structure associative, il n'y a pas de président, il n'y a pas de structure comme ça, c'est le même principe que le collectif de l'Olivette, voilà, un collectif de citoyens qui se regroupent et qui proposent ces actions-là. Et donc actuellement à Montpellier, ça se fait tous les derniers samedis de chaque mois. Voilà, je m'arrête là. C'est place de la Comédie. Il y avait juste... Ouais, il y avait juste, avant de mettre les liens, juste un petit diaporama par rapport au Food Not Bombs. Il y a quelques photos après des dernières récupérations qui ont eu lieu à Montpellier pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'est. Vous voyez que ce n'est pas que des produits qui sont dans un état de décomposition avancé, hein. On a bien des produits vraiment encore de qualité et tout à fait consommables. Voilà, c'était juste de vous mettre quelques liens pour ceux qui souhaiteraient aller découvrir un peu plus en avant ces différentes initiatives. Voilà, donc avec les sites internet, parfois des liens sur des vidéos qui présentent, donc il y en a un pour le Food Not Bombs, il y a la vidéo qu'on a essayé de vous passer et qui n'a pas très bien fonctionné. Vous pourrez la retrouver sur ce lien. Voilà, merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup. Je rappelle aussi, parce que ça nous était demandé, que les différentes présentations qui sont faites, on les mettra nous en ligne sur le site internet, donc notamment les liens là pour pouvoir venir vous y référencer sur le site internet de la chaire, et que cette journée est filmée, je vous le rappelle, donc les vidéos seront mises en ligne sur notre site. Également, vous signifiez quand même qu'une dépêche AFP m'est tombée que quelqu'un a oublié les clés de sa Renault sur le stand Artisans du Monde. Voilà. Donc, ce monsieur est prié, ou cette dame, d'aller les récupérer. Eh bien, David, parfait. Tu t'es installé. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par ne pas te remercier, Damien, car tu m'as volé mes 2 blagues de début d'intervention. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et être beaucoup moins drôle. Mais c'est ta faute, donc c'est parti. L'idée de l'intervention ici et de ma contribution aujourd'hui, c'est finalement dans le débat qui nous réunit, à savoir sur les nouveaux modes de consommation,
d'illustrer finalement 2 points qui ont été abordés déjà un petit peu ce matin. Le premier par M. Rastouin qui parlait finalement de la question du mode de consommation. C'est avant tout la question du mode de production que l'on veut soutenir. Et finalement, le commerce équitable, c'est ça, c'est-à-dire c'est une méthode, un moyen, un outil qui vise à soutenir par la consommation un certain mode de production. On y reviendra. Et deuxième élément que je voudrais illustrer ici, c'est quelque chose qui a été présenté précédemment, c'est la politisation finalement du mode de consommation et de l'alimentation. Alors, Artisans du Monde, on va apporter notre point de vue en tant que pionnier, tu l'as dit Damien, c'est vrai. Alors, Artisans du Monde a commencé en 1974 avec à l'époque quelque chose qui s'appelait non pas le commerce équitable, mais le commerce alternatif, qui donc portait bien son nom. Aujourd'hui, on a 40 ans, donc, puisque nous sommes en 2014, vous aurez fait le compte, et on a un petit peu, avec ces 40 ans, une certaine expérience qu'on a envie de partager, en toute modestie, il ne s'agit pas de se la raconter non plus, mais de partager cette expérience de 40 ans de construction d'un nouveau mode de consommation, et qu'est-ce que ça nous a appris. Aujourd'hui, le mouvement Artisans du Monde, c'est 110 organisations de producteurs avec lesquelles nous travaillons, c'est 80 salariés en France, c'est 6000 bénévoles. Donc c'est un mouvement qui a grandi, qui a grossi, qui a connu des phases de croissance, des phases de doute, qui est aujourd'hui aussi encore dans des phases de doute. Et ma volonté aujourd'hui, c'est de contribuer finalement à la discussion sur ces nouveaux modes de consommation, sur ces alternatives, en essayant de vous apporter la lumière que nous, on a gagnée au cours de ces 40 ans. Le commerce équitable, donc on l'a dit, c'est un mode de consommation, mais c'est avant tout un moyen pour soutenir un mode de production qui, pour la faire courte, vise à produire des biens dans le respect des hommes et de l'environnement. Cette dynamique-là, elle a connu une forte croissance. Entre les années 2000 et 2011, le chiffre d'affaires du commerce équitable au niveau mondial a été multiplié par 5. Aujourd'hui, en France, on est à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Commerce équitable, tout commerce équitable confondu, je ne parle pas d'Artisans du Monde, bien évidemment. Cette dynamique-là, avec cette croissance-là, aujourd'hui, on estime qu'elle bénéficie à 1 300 000 producteurs. Bon, avec toute faut faire attention avec ce genre de chiffres, mais tout ça pour montrer qu'il y a un impact qui existe sur les personnes et les producteurs qui sont intégrés dans ces filières, un impact qui est d'ailleurs documenté. Nous avons notamment le CIRAD à Montpellier qui a fait une étude cartographique, une cartographie finalement des impacts du commerce équitable en s'appuyant sur les multiples études d'impact qui sont conduites par les acteurs du commerce équitable, entre autres. Voilà, donc tout ça pour dire que cette croissance-là, elle a un impact qui est non négligeable, mais pourtant, au regard finalement de l'objectif initial du commerce équitable, qui est d'ailleurs écrit dans sa définition, qui est de changer les règles du commerce international, ni plus ni moins, au regard de cet objectif-là, on peut se poser des questions. Alors, ce chiffre-là, je vous demande de le prendre avec beaucoup de précaution, car il est issu d'un calcul extrêmement rigoureux de ma part. Il correspond finalement à la division, au rapport entre les 5 milliards d'euros de commerce équitable par an, divisé par les 16 000 milliards d'euros d'échanges commerciaux documentés par l'OMC. Donc on tombe sur ce chiffre-là, et évidemment, on se rend compte finalement que malgré les impacts dont j'ai parlé, on reste encore dans une forme de marginalité. Le commerce équitable est encore marginal au niveau mondial. Donc il faut le savoir, il faut connaître les impacts du commerce équitable, il faut aussi savoir les relativiser. Donc ça c'est important. Alors vous me direz pourquoi il est encore marginal après 40 ans d'existence. Eh bien il y a plusieurs explications. La première, c'est que, vous ne le découvrez pas, on vit dans un monde qui est dominé par l'idéologie libérale dans le cadre du commerce, et que cette idéologie-là, elle fixe ses cadres, ses contraintes, ses règles, de manière très forte. Et que le commerce équitable, finalement, lui, toute sa pratique s'inscrit en totale opposition à ça. La volonté de respecter les droits de l'homme, de respecter l'environnement, tout ça, ce sont, dans le cadre du libéralisme et de la dynamique capitaliste, des contraintes, des obstacles pour le développement. Et que ce cadre-là, ce cadre réglementaire, il s'est en plus doté d'outils très contraignants. Contrairement à nous,
quand je dis nous, c'est le commerce équitable, mais pas seulement le commerce équitable. Toutes les agences, par exemple, onusiennes, qui sont là pour défendre le droit du travail, le droit des enfants, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, ont comme seul outil des conventions, des pactes, des chartes qui sont signées, alors en grande pompe, mais qui n'ont finalement aucun pouvoir contraignant. Et face à ça, vous avez l'OMC ou encore l'Union européenne ou les États-Unis, à travers leurs accords de partenariat économique, qui se dotent d'outils extrêmement contraignants. À l'OMC, vous avez l'organe de règlement des différends, qui permet à l'OMC de punir très concrètement un pays, un État ou une société qui entraverait les lois du libre-échange. Hein? Donc dans un contexte comme ça, il est évident que le commerce équitable, tout important qu'il soit et tout intéressant qu'il soit, bah, on peut pas lui demander la lune, d'accord? Ça c'est un point. Alors comment faire finalement pour aller vers ce changement d'échelle qu'on souhaite, hein, puisque en tout cas nous on pense que c'est quelque chose qui est souhaitable. Alors on a la théorie du pouvoir du consommateur, la fameuse légende du colibri. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi je suis porteur de cette légende et je la trouve très intéressante. Maintenant, je trouve quand même qu'elle a aussi des limites et des effets parfois même néfastes que je voudrais partager avec vous. Donc cette fameuse légende qui dit que le colibri, avec sa petite goutte d'eau, prend sa part dans la lutte contre le feu de forêt. Alors oui, ça c'est important. Et je ferai une petite anecdote. Il y a un chercheur allemand, Peter Fuchs, qui travaille sur les alternatives économiques en Allemagne, qui parle en France aussi du syndrome de, alors je vais essayer de le dire bien, Yann Arthus Bertrandisation. Voilà, donc tout ça pour illustrer ce phénomène de le pouvoir du consommateur, de l'activité individuelle. Eh bien, certes c'est important, et le commerce équitable en est la preuve, et tous les jours, au quotidien, le pratique, mais pour autant, j'aimerais pointer quelques éléments quand même quelques limites. C'est l'effet, pour moi, néfaste de mettre en avant l'individualité par rapport au collectif, par exemple. Donc ça, c'est important de le noter. C'est aussi l'effet de dépolitisation des actions. Finalement, chacun fait sa petite part, et puis on n'essaye pas de voir globalement ce que ça porte comme message. Et enfin, et ça c'est le plus important pour moi, quelque part, ça dédouane les décideurs, politiques ou économiques, de changer les règles. Puisqu'il y a des gens qui le font, puisqu'il y a des consommateurs, des ONG, des sociétés, des entreprises qui font des choses bien, à quoi bon changer les règles, hein? Ils le feront dans leur petite sphère. Donc voilà des éléments qui sont pour moi un petit peu néfastes dans ce travail-là. Et finalement, si on ne s'appesantit que sur le pouvoir du consommateur, eh bien on va voir se développer des initiatives qui vont s'appuyer sur ce pouvoir du consommateur, qui vont essayer de fournir le maximum de produits alternatifs, mais peut-être de manière un petit peu dévoyée. Et là, je fais référence notamment à toutes les pratiques, je dirais, d'industrialisation des alternatives qu'on connaît tous, hein, que ce soit dans le commerce équitable ou dans le bio, et encore plus grandement dans le bio, qui permettent finalement à des entreprises qui n'ont pas forcément la volonté de changer les règles, comme ils devraient le faire puisqu'ils se disent être du commerce équitable, mais qui vont simplement faire ce qu'on appelle du fair washing ou du greenwashing. Et tout ça, eh bien, c'est soutenu par ce fameux pouvoir des consommateurs qui, finalement, à travers leur acte d'achat non politisé, vont permettre ces démarches-là. Alors ces démarches, elles sont complémentaires des autres, mais en tout cas, nous, on a l'impression que ce n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, on part du principe qu'il faut certes multiplier les alternatives, faire appel au pouvoir du consommateur, mais il faut aussi s'attaquer aux causes des inégalités qu'on combat. Si aujourd'hui le commerce international est inéquitable, il faut s'attaquer au fondement de cette inéquité. Pour reprendre un peu la métaphore du petit colibri, plutôt que d'empêcher le feu de se répandre, il faut essayer qu'il ne se déclare pas. Voilà, donc c'est vraiment le principe de base de notre action Artisans du Monde, puisque nous, on veut vraiment réaffirmer que le commerce équitable, c'est un acte militant, c'est un acte politique, qui est fait de choix et de positionnement, à savoir que le commerce international, c'est avant toute chose un outil qui doit être au service des droits humains. Ce n'est pas un outil qui doit servir à exprimer la domination d'un pays sur un autre, c'est un outil qui doit permettre la réalisation des droits. Et donc on se rattache toujours à cette question des droits, et c'est pour nous vraiment important parce que l'idée pour Artisans du Monde n'est pas de faire grossir le commerce équitable jusqu'à ce qu'il remplace l'autre. Non, l'idée c'est de servir du commerce équitable comme d'un levier, comme d'un outil, pour faire l'étincelle qui va permettre à nos décideurs et à nous, citoyens, de faire changer les règles. Et enfin,
les règles ayant changé, ce n'est pas seulement les personnes qui sont dans les filières de commerce équitable et qui bénéficient de ces impacts positifs qui en auront la primeur, mais l'ensemble des citoyens et des populations au niveau mondial. On est dans l'utopie, je ne vous le cache pas, et on l'assume parfaitement. Alors comment ça se traduit pour Artisans du Monde? Ça se traduit dans des choix, dans nos pratiques tout d'abord, hein, dans nos pratiques de commerce, avec finalement la volonté de rééquilibrer à travers nos pratiques commerciales les termes de l'échange entre les producteurs et les consommateurs et les intermédiaires que nous sommes. C'est la volonté de faire aussi, à travers nos choix de consommation, à travers ce que nous proposons comme consommation, bien de faire des choix de production. Alors on va choisir de soutenir plutôt des modèles productifs d'agriculture paysanne versus des plantations capitalistiques. On va choisir de soutenir des organisations de producteurs qui vont pousser plus en avant la transformation de leurs matières premières, plutôt que d'importer des matières premières nues. On va essayer de toujours garder à l'esprit des objectifs de développement pour les producteurs. Hein. On est toujours dans la volonté de se raccrocher à cette notion de droit, et c'est ça qui nous importe. Et puis on va aussi faire des choix de modèles économiques ici, en France, avec un réseau Artisans du Monde associatif, inscrit totalement dans l'économie sociale et solidaire, qui s'appuie sur des bénévoles, sur l'éducation populaire, sur du plaidoyer. Voilà, tout ça, ce sont des choix de modèles économiques qu'on fait en raison de tous ces éléments-là. Autre chose, eh bien, on a des positions qu'on affirme, et c'est là où on dit qu'on essaye de s'attaquer aux conséquences, aux causes pardon, des inégalités. Eh bien, c'est en questionnant toujours ce modèle économique qui nous entoure, c'est ce libéralisme, ce système capitaliste, en le questionnant, en le dénonçant. Alors non pas pour dire il ne faut pas faire de commerce international, il faut, bien sûr que non, on en fait tous les jours. Seulement, notre seul et unique mot d'ordre, c'est de rattacher ce commerce international à la question des droits. On ne fait pas du commerce équitable par charité, hein, pour aider les petits Africains ou les petits Asiatiques, absolument pas. On le fait parce que c'est une question de droit, tout simplement. Voilà. Et quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme un frein pour un système tel que le système capitaliste, pour nous, c'est une nécessité de se raccrocher à cette question des droits. Voilà, donc je pense que c'est important dans nos alternatives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit le commerce équitable ou les autres, eh bien de toujours rattacher l'alternative à ce message politique. Pourquoi? Ben parce que sinon, finalement, on va multiplier les alternatives, on va les multiplier, mais je pense qu'il faut les multiplier juste plus pour leur aspect démonstratif et levier que pour leur effet direct, finalement. Pourquoi? Parce que sinon, ben, le risque, c'est de rester marginal, au mieux. Le pire, c'est d'être raccroché par le système que l'on prétend combattre, transformé, vidé de sa substance et finalement ingéré. C'est la force du capitalisme qui est capable de rattraper le bio, de rattraper le commerce équitable, aujourd'hui de rattraper la question d'économie verte, de l'ingérer, de le vider de son sens et de s'en nourrir. Voilà, donc ça c'est un risque qui est fort pour nous et c'est pour ça que toute alternative, selon nous, doit être raccrochée à son message politique. C'est ce que nous essayons de faire au sein du commerce équitable et c'est ce que nous pensons qu'il est nécessaire de faire dans toute alternative. Ça reste notre idée. Finalement, les alternatives, les nouveaux modes de consommation, quels qu'ils soient, eh bien, ils doivent nous amener à être des citoyens avant d'être des consommateurs. Voilà, je m'arrête là. Bien, merci beaucoup David. Donc, partagez avec nous ces 40 ans d'aventure d'Artisans du Monde où il s'agissait de changer les règles du commerce international. Donc tu reconnais, il s'agit de reconnaître effectivement les impacts du commerce équitable tout en les relativisant, très honnêtement, et notamment en question de poids relatif par rapport au commerce conventionnel. Donc dès lors, la question est de savoir comment on peut parvenir à changer d'échelle. Donc ça, un premier écueil à éviter serait de s'appuyer uniquement sur le pouvoir des consommateurs qui le surresponsabiliserait et lui donnerait un pouvoir peut-être trop grand et avec donc les écueils que tu as précisés, dont nous avait déjà parlé Jean-Pierre Poulin ce matin, mais plutôt de revenir aux fondements et de s'attaquer justement à ces fondements de l'inéquité du commerce international en réaffirmant notamment des principes de droit. Même si on assume finalement peut-être le caractère utopiste de cette approche, en tout cas, elle vous apparaît à Artisans du Monde absolument fondamentale. Et c'est donc un rappel qui nous est fait aujourd'hui. Alors, on est allé visiter d'autres aires géographiques. Là, rappel
à l'histoire. Comme je disais tout à l'heure, c'est les écrits de Brian et l'expérience qui mène à Paris qui m'avait inspiré la photo de couverture de l'affiche. Donc, encore une fois, on rend à César ce qui lui est dû. Bon, d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cette colloque pour nous avoir réunis ici aujourd'hui et pour m'avoir invité pour parler à vous. Il y a 5 ans environ, un très bon ami à moi, qui est aussi comme moi américain et habite en France depuis 10 ans, est revenu à Paris après une courte séjour à Brooklyn, très enthousiaste. Il avait visité des amis à nous qui se trouvaient, étaient membres d'une coopérative alimentaire à Brooklyn dont on n'était pas consciente. Et il disait, c'est génial, il faut qu'on fasse quelque chose de similaire pareil à Paris. Donc, ça fait environ 5 ans qu'on travaille. J'ai commencé tout de suite à essayer de déblayer le terrain, de faire des recherches pour voir s'il y avait des précédents. En France, je savais déjà, une histoire coopérative très très riche. On cherchait des précédents juridiques, voir s'il y avait des expériences similaires qui ont déjà été menées et sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Alors, moi, j'habite à Bagnolet, une petite banlieue juste dans l'est de Paris, où on voit encore, il y a un collège juste en face de chez moi, où au sommet, il y a une sorte de fresque sculptée dans la pierre, où il est écrit « Groupe scolaire travail ». D'un côté, il y a un ouvrier qui manie un marteau, de l'autre côté, un paysan avec une faucille. Ce qui rappelle un monde qui existait dans tout l'Est parisien environ 100 ans, il y a 100 ans, qui était assez extraordinaire de découvrir, après que j'ai écrit un texte pour voir que, regarde, ce qu'on voudrait faire, une coopérative d'assez grande, pas une petite boutique, la motivation n'était pas une sorte d'envie de faire toujours très grand comme les Américains, parce que cet exemple de coopérative américain, que vous verrez si la vidéo fonctionne, va à l'encontre de ce qu'on imagine, enfin toutes les idées qu'on a, qui sont bien vraies des États-Unis. Il y a 100 ans, donc il était possible, et c'était la culture de l'Est de Paris, où les ouvriers pouvaient faire toutes leurs courses, les légumes, le vin, les chaussures. Ils achetaient dans des coopératives alimentaires leur charbon. Ils se faisaient soigner dans les coopératives, des dispensaires mutualistes. Leurs enfants prenaient des vacances, séjournaient dans des colonies de vacances qui étaient organisées par ces mêmes coopératives qui détenaient qui avaient des propriétés, parfois des châteaux dans les banlieues, qui étaient aussi mis à la disposition des ouvriers malades qui pouvaient aller prendre de l'air frais. Et je voulais juste vous montrer quelques exemples de ça, et puis d'abord peut-être quelques définitions de qu'est-ce que c'est une coopérative de consommation. Là, on a en France un cadre assez défini, enfin strict et vieux. Ça date de 1947, il y avait une loi qui encadrait une tradition qui existait déjà depuis... C'est difficile à dire, mais on pense que la première coopérative alimentaire datait c'était les années au milieu des années du XVIIIe siècle à Lyon. Ici, il définit les principes qui sont toujours les mêmes, même celui à New York aujourd'hui. Les coopératives sont des sociétés dont les objectifs essentiels sont, premièrement, de réduire au bénéfice de leurs membres et par leur effort commun de ceux-ci, le prix de revient ou le prix de vente de certains produits et de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait le prix de revient. Et deuxièmement, d'améliorer la qualité des produits, qui tout le monde est très conscient de ces enjeux aujourd'hui, qu'il était aussi tout à fait pertinent il y a 100 ans. C'est qu'on ajoutait du plâtre à la farine du pain, on ajoutait de cire de bois dans les poivres, on ajoutait apparemment pour éviter que le lait tournait du bain de natron dedans. Donc il y avait des problèmes de frélatage énormes, et ces coopératives aussi avaient but d'assurer des prix abordables et une alimentation fiable.
beaucoup datent, les premières expériences de coopératives d'alimentation à une petite, dont faisait référence à Damien tout à l'heure, à une coopérative en Angleterre, Rockdale. C'était un groupe de 18 tisserands qui luttait contre la puissance des premières manufactures lors de la révolution industrielle, qui voyaient que, alors, si on ne peut pas augmenter nos salaires, au moins on peut essayer de réduire nos dépenses. Et ils ont créé ces principes qui continuent à être utilisés aujourd'hui, qui sont les suivantes. Bon, ça sera sur le site, donc je ne vais pas tout lire pour l'instant. Quelques exemples. L'une des plus puissantes et l'un des plus vieux aussi à Paris, dans le 11e arrondissement, s'appelait La Moissonneuse, qui a été fondée en 1874 et déçue en 1912. En fait, il se fusionnait avec plusieurs petits autres. Il avait 19 sites succursales dans toute l'est de Paris, 1700 sociétaires qui appartenaient, 2 boulangeries, 4 épiceries, 8 épiceries, 4 boucheries, magasins de vêtements, magasins de chaussures, entrepôt de vin, 4 chevaux dans ses écuries. Un autre, pas très loin, aussi dans le 11e arrondissement, qui s'appelait l'Égalitaire. Là, vous voyez une photo de la cour intérieure, les charrettes entraient par le grand porte là qui livraient. Ils étaient vastes et c'était assez impressionnant, ces immeubles. Ça, c'est un plan du premier étage. On voit le magasin, le cours, un brûloir où ils faisaient torréfier leur café, une buvette, on voit une loge, un espace pour la comptabilité, une salle d'attente pour les fournisseurs. En bas, dans les sous-sols, il y avait une cave à vin avec des tonneaux et tout. Et le voilà, aujourd'hui, l'immeuble existe encore. Et vous voyez qu'ils étaient créés à la même époque que les grands magasins de Paris, qui eux aussi voulaient, se voyaient comme des réformateurs de commerce, mais pas avec le but social que celui-ci. L'un des le théoricien de la coopération le plus connu en France s'appelait Charles Gide, qui qui était professeur de sciences politiques à Montpellier il y a 100 ans, et qui voulait que ces coopératives soient des cathédrales du social, c'était le terme qu'il appliquait. Donc ils étaient aussi innovateurs en matière d'architecture, l'une des premières à utiliser le fer forgé au lieu de poutres en bois, par exemple. Un autre qui était très puissant, qui dans les immeubles existe encore maintenant, c'est une boîte de nuit branchée. C'est plus du tout une coopérative alimentaire. La Bellevilloise, dans le 20e, aussi avec des succursales dans tout l'est de Paris. Là, c'est une livraison, un exemple de leur catalogue, bretelles, corsettes obligées, teinture, ce qui ne vendait pas uniquement de l'alimentation. Aussi, ils animaient aussi tout un foisonnement d'activités sociales autour. Comme j'ai déjà parlé des colonies de vacances, ils avaient une bibliothèque populaire. Là, c'est une image du château qu'ils avaient acheté près de Meaux, dans le Seine-et-Marne, qui servait comme colonie de vacances pour les enfants. Et il y a une description assez intéressante des autres activités qu'ils faisait dans une monographie sur la Bellevilloise, écrite par Jean-Jacques Meussy. Il disait, autour de la distribution des produits de consommation courante, la Bellevilloise était progressivement développée des œuvres sociales, éducatives et culturelles étonnamment étendues. On pouvait apprendre l'espéranto ou la dactylographie, pratiquer un sport ou chanter, s'initier au théâtre ou assister à un concert donné par des grands interprètes, emprunter des livres à la bibliothèque ou venir danser à l'occasion de nombreuses fêtes, assister à la projection du Cuirassé Potemkin interdite par la censure, ou suivre des conférences sur la tuberculose ou la guerre au Maroc, consulter un médecin et se faire soigner les dents.
tous les noms de ces coopératives à l'époque étaient assez représentatifs donnent une image de l'esprit qui les animait. La prolétarienne, l'avenir social, l'avenir de Plaisance, l'économie parisienne, la laborieuse, apparemment il y avait aussi un à Paris, aussi bien que trois, la lutesse sociale, les amis prévoyants, la revendication de Poutot, l'indépendance, la persévérante. Fernand Braudel estime qu'il y avait, à la veille de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale, il y avait presque 1 million de Français qui étaient adhérents d'une coopérative alimentaire. Je vais vous montrer donc essayer de vous montrer une vidéo de la coopérative à New York. Et je vais vous allez voir dans la vidéo que le fonctionnement est plus ou moins le même, c'est-à-dire réduire les prix. Le but, c'est de réduire les prix pour les membres et assurant une qualité de produits meilleure. Et la façon dont ils le font là-bas date plutôt d'une vague de coopératives qui date des années 60-70, qui, au lieu de, comme les coopératives traditionnelles, donner ce qu'il appelle un ristourne aux adhérents à la fin de l'année, en fonction de combien d'argent vous avez dépensé dans le magasin. Dans les années 60-70, il y avait un autre modèle où les économies étaient directes, c'est-à-dire les prix étaient plus bas tout le temps dans le magasin, parce que les membres eux-mêmes assuraient une grande partie, voire la majorité du travail dans le magasin, ce qui est le cas là-bas. I think the line can start moving up now. Thank you. Can I ask you a question? What do you do for a living? I'm an elementary school teacher. I found it like twice, and I was so angry by the time I got home. So mad at myself. You know? What do you do for a living? I'm a social worker. Yeah. On n'a pas de voix off bizarrement pour cette partie, mais il explique que c'est une coopérative qui offre l'un des meilleurs produits à New York à des prix incroyablement bas. Parce que, enfin, pour pouvoir faire ses courses, il faut travailler 2 heures et 45 minutes tous les mois dans le coop. Quand il était fondé dans les années 70, ce type de coopérative était assez répandu. Et cette coop-là est rare en ce qu'il a gardé cette réglementation, cette obligation tout au long des années 80, où beaucoup de ces petites coopératives ont disparu, où ils ont changé les règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur la base du travail, mais un apport au capital du magasin. Aujourd'hui, il dit, au milieu d'une crise, le nombre de membres a monté en flèche jusqu'à 16 000. Et ils ne peuvent plus grandir, parce qu'ils ont déjà acheté le bâtiment à côté. Donc, ils ont 1000 mètres carrés aujourd'hui, et ils sont bloqués sur le côté sur une station de pompiers et une école catholique. Donc, maintenant, avec 11 caisses opérationnelles pratiquement tout le temps, il est possible de faire la queue pendant 40 minutes. Voilà. Ils sont ouverts, on parlait de la laborieuse qui était ouverte 3 jours par semaine au début. Et là, ils sont ouverts 365 jours de l'année, 7 jours sur 7, de 8 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Tout assuré par des bénévoles, avec une petite équipe de salariés pour assurer les tâches qui demandent une régularité. Tous les acheteurs sont des salariés, des coordonnateurs du travail bénévole. Donc, nous avons commencé à créer un projet similaire à Paris. Récemment, nous avons lancé une campagne de financement qui a bien réussi à nous faire venir plus de 1000 contributeurs et 40 000 euros par une plateforme de financement social
pour démarrer notre coopérative. Est-ce que j'aurai le temps, Damien, pour une vidéo d'1 minute ou pas? Ok. C'est ce qu'on projette pour projeter notre projet. Il y a un étrange problème de son, ce qui fait qu'une partie du son est là, une partie pas. Je ne comprends pas. Peut-être c'est le droite ou le gauche qui est... Bon, de toute façon, nous venons de signer le bail pour une petite espace dans le 18e arrondissement qui va nous servir comme une locale transitoire avant d'ouvrir en 2015 un magasin de 650 mètres carrés avec une sous-sol de 750 mètres carrés en sous-sol, avec l'aide de l'appui de la mairie de Paris, qui ne nous donne aucune subvention, mais un fort appui en ce qui concerne les négociations avec les bailleurs. Donc le but, c'est d'atteindre 2000 personnes d'adhérents à l'ouverture pour assurer que ce qu'on avait estimé ce qu'il faut pour faire tourner le magasin. Et on a plusieurs commissions qui travaillent actuellement sur des questions d'approvisionnement, qui écrit le business plan, les sources de financement, etc. Et, donc on attend que ça marche. Et que ça réponde aussi. On a déjà des demandes des gens à Nancy, à Lyon, qui voudraient reproduire le même modèle. Et c'est tout à fait le but que nous affine le modèle juridique, que ça soit le but en étant que ça soit autonome, ne dépendant pas sur les subventions, pour que ça, justement, que ça pourrait reproduire dans d'autres villes. Merci. Merci beaucoup, Brian, pour ce détour historique. Et puis évidemment, on vous souhaite bon vent et de belles aventures avec la coopérative La Louve. Donc c'est dans le 18e à Paris, c'est ça? Oui. Ouais. Vous avez vu dans le programme qu'on a prévu de remettre un prix à des étudiants valeureux, des étudiants de master on avait organisé un concours comme l'année dernière. Et puis un jury s'est réuni pour remettre 3 prix aujourd'hui. On fera ça après le débat. Donc on peut se donner un petit temps de débat avec vous. Donc si vous avez des questions, donc c'est le même principe. Vous vous présentez, puis si vous savez très directement à qui elle doit se poser, eh ben allez-y. Donc il y a 2 micros là. Si quelqu'un veut bien les faire passer à nouveau. Je me présente Vanessa Cargal, je fais partie de plusieurs associations. Donc, je voulais poser la question en fait sur le partenariat entre plusieurs associations, parce que je remarque souvent chacun travaille dans son coin, soit dans un domaine social, environnemental ou économique. Et je pense que c'est important aussi qu'il y ait des échanges, comme on a vu tout à l'heure, pour interdisciplinaires, mais aussi pour fédérer en fait le plus de monde possible. Donc, pour donner mon exemple, en fait, je fais partie, par exemple, d'une association qui s'appelle ADESL, donc Alternative pour un développement économique, social et local, qui va lancer donc une monnaie locale sur Montpellier, qui s'appellera La Graine. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle la DIFED, qui participe à la sensibilisation de l'information au grand public sur le développement durable et le milieu scolaire également, et aussi d'un jardin collectif qui s'appelle Vert Popa, donc en permaculture, qui prône en fait le jardin partagé, mais pas avec une parcelle individuelle chacun. Moi, ce qui me dérange avec le jardin partagé en général, chacun a sa petite parcelle individuelle, même si les gens ont des liens, mais ça reste quand même dans un esprit individuel. Donc c'était un peu à vous tous, qu'est-ce que vous pensez en fait, plutôt que chacun dans son coin, qu'il y ait un échange entre différentes associations et promouvoir plus de succès aux différents publics, et qu'on change de cette image que c'est réservé aux bobos, bio, une catégorie de la population, quoi. Merci. Merci. On va prendre d'autres questions. Donc, on retient donc cette question de comment fédérer ces initiatives. Oui, ma question s'adresse à David Erhardt. D'abord, merci pour la clarté et l'enthousiasme du propos. Il me semble qu'il y a, lorsqu'on sort le commerce équitable d'une logique de charité, soutien, et qu'on va vers ce que vous semblez être une logique de droit, il me semble qu'il y a un saut qualitatif absolument important, même si pour le moment on ne sent pas très bien. Et là, c'est pour vous donner 2 minutes de plus
pour faire un bout de chemin avec nous et nous expliquer cette évolution. Merci. Oui, donc bonjour, Elsa Routier, chargée de mission prospective au ministère de l'écologie. En fait, j'aurais une question, du coup, à toute la tribune. Ce serait de savoir, donc, à votre avis, ce que seraient les tendances de mode de consommation alternative, donc c'est toutes celles que vous avez présentées aujourd'hui, à horizon 2030-2050. Voilà, ce que vous en pensez. C'est ouvert. Ça, c'est parfait. Je vous laisse réfléchir, on va prendre une autre question. Selma Tozanli de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. Alors ma question concerne le Food Not Bomb. Et j'ai entendu que cette initiative, c'est de récupérer et utiliser la nourriture jetée dans les marchés ouverts. Est-ce que vous avez discuté avec les GMS, les chaînes de supermarchés, et quels sont leurs points de vue pour cette récupération? Merci. Merci. On va arrêter pour ce premier tour, mais je vois déjà des bras qui se lèvent tout en haut. Donc voilà, on va commencer par cette dernière et simple question, là. Food Not Bombs. Donc est-ce que vous allez glaner aussi, chercher dans les supermarchés? C'est bon. Oui. Sur les supermarchés, la récupération est très compliquée puisque souvent c'est fermé, grillagé, vidéo-surveillé, javelisé, et tout ce qui va avec. Les seules initiatives qu'on a pu faire dans des supermarchés, c'était plus d'être devant les supermarchés auprès des consommateurs, d'expliquer notre démarche, de distribuer quelques tracts sur ce qu'on faisait et du coup d'inviter à une sorte d'appel aux dons, voilà, en faisant ses courses, de mettre de côté pour nous des aliments qu'on ne peut pas récupérer sur les marchés, type de la farine, des pâtes, des choses qu'on récupère moins facilement. Mais sinon, c'est compliqué. Merci. Donc David, il y avait un appel à plus de précision. Il y avait une première question sur le... Enfin bon, je vais commencer par les 2 minutes qui me sont offertes et je vais les prendre avec beaucoup de joie, merci. La notion des droits, en fait... Je dirais c'est pas spécifique au commerce équitable, on l'a vu dans tout le mouvement dit tiers-mondiste à l'époque, hein, qui a petit à petit avancé et vers cette notion des droits. C'est important de voir, pour ce qui nous concerne Artisans du Monde, de voir que ça a été vraiment une progression historique dans le mouvement, nourrie justement parce qu'on est un mouvement d'éducation populaire, qui sommes en partenariat avec plein d'autres associations, qui nous questionnent en permanence, qui nous mettent le doute, qui sèment le doute sur notre démarche et qui nous amènent à avancer. Et donc, par exemple, cette progression de la logique finalement un petit peu caritative, qui n'est pas mauvaise en soi, et c'est juste pas l'objectif d'Artisans du Monde, mais le passage finalement de cette notion caritative vers une notion finalement plus politique, vers la question des droits, on la voit au sein d'Artisans du Monde à travers ces slogans qui ont évolué. On est passé de la solidarité, notre valeur ajoutée, à autre échange, autre monde. On la voit aussi dans les choix qui ont été faits, c'est-à-dire par exemple, Artisans du Monde en 2005 a décidé de ne plus vendre ses produits en grande surface pour des raisons de cohérence interne par rapport à son positionnement politique. On voit aussi finalement que ce travail-là, il a été fait parce que, bien évidemment, quand on achète du commerce équitable, on a l'impression de faire quelque chose de bien. Et évidemment, ça fait aussi partie de la proposition qui est faite par le réseau Artisans du Monde de faire quelque chose, d'avoir une action concrète qui va dans le bon sens, qui permet de soutenir des filières particulières. Je ne reviens pas dessus. Mais on a voulu aussi, très rapidement, et ça on l'a voulu parce que finalement, on a tenu régulièrement des études d'impact, des évaluations de notre action, et on s'est rendu compte que finalement, cet achat, tout important qu'il soit, tout concret qu'il soit, il est quand même très très limité en termes de changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, on a identifié, nous Artisans du Monde, mais pas que nous bien évidemment, avec l'ensemble des partenaires et ONG avec lesquels on travaille, on a identifié qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut, qu'on pourrait proposer toutes les alternatives qu'on veut, si on ne s'attaque pas, d'une manière ou d'une autre, aux règles, aux fondements des inégalités actuelles, on n'avancera pas ou on ne fera bénéficier qu'une infime partie des producteurs et on restera dans le caritatif. Si on veut sortir du caritatif, il faut parler
à l'ensemble de la population mondiale, il faut s'attaquer aux règles du commerce international. Alors évidemment, quand on dit ça, on nous dit, oui, bien sûr, vous êtes des 12 utopistes. Bien sûr qu'on l'est. Mais j'ai tendance à dire aussi qu'on a... l'histoire montre qu'on a quelques victoires, quand même. Très récemment, il n'y a même pas 2 mois, l'Union européenne a fait passer une directive disant qu'il serait désormais possible, dans les appels d'achat publics, donc des collectivités ou des mairies, de faire référence à la volonté d'une mairie de privilégier le commerce équitable. Il faut savoir qu'avant, c'était considéré comme de la concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'une mairie disait « je veux acheter du commerce équitable ou du bio parce que c'est mieux pour l'environnement, pour les hommes, pour ci, pour ça ». L'Europe lui disait « vous n'avez pas le droit, c'est de la concurrence déloyale ». C'est quand même le monde à l'envers. On a des exemples partout comme ça. Les barrières douanières. Artisans du monde, on importe des produits qui sont des produits aujourd'hui encore transformés en France. Café, cacao. Pourquoi ? Alors qu'Artisans du monde, on a l'intention de soutenir des organisations de producteurs, de les amener à être en capacité de faire eux-mêmes leur transformation, de développer leurs marchés locaux. On les accompagne au quotidien là-dessus. Pourquoi continue-t-on encore aujourd'hui à importer du café vert et du cacao ? Parce que tout simplement, les règles européennes taxent à partir de la première transformation des matières premières ces produits et rendent complètement hors concours le fait d'importer de la matière première transformée. Pourquoi ? Parce qu'on protège nos industries. On protège nos industries européennes. Donc d'un côté, on prône le libre-échange, et puis de l'autre, on se protège et on empêche finalement des démarches qui se rapprocheraient finalement du libre-échange, mais le vrai libre-échange utopique. Donc on ne peut pas rester sur des dynamiques de soutien à des producteurs. Il faut dépasser ça, il faut aller vers la question des droits, sinon on perd de vue l'objectif initial. Voilà. Très bien, c'est dit. Merci beaucoup David. Je t'en prie. Je propose de regrouper 2 questions peut-être en une, ce qui vous permettra peut-être de faire un tour de table, et pour être tout à fait équitable peut-être en sautant David. Mais donc il y avait bien cette question de comment on arrive à fédérer ces différentes initiatives. Donc cette question se pose aussi bien pour Brian en termes de coopératives alimentaires. Est-ce qu'il y a des fédérations dans vos initiatives aussi à vous deux? Est-ce que il y a des tentatives de fédération, je sais pas, à l'échelle de la ville ou plus largement? Idem Lydia, est-ce qu'il y a une fédération des mobile markets aux États-Unis, ou est-ce que ce ne sont que des initiatives éparses? Et puis peut-être 2 mots aussi sur vous, ce que vous sentez comme les tendances à l'œuvre, donc dans chacune des propositions que vous nous avez faites, si ce n'est à l'horizon 2030-2050, au moins dans les années qui viennent. Donc peut-être Lydia. Il n'y a pas une fédération des marchés mobiles. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une recherche des marchés mobiles? On ne sait pas combien de marchés mobiles ils sont. Et il y a peu d'informations. Oui, et je pense que nous avons parlé d'avoir un webinaire des marchés mobiles. Et peut-être avant de mai, mais je ne sais pas. Oui. Sans recensement, vous êtes quand même capable de savoir si c'est effectivement une évolution porteuse à travers les États-Unis, ce type de marché, ou... Est-ce que c'est une évolution je dirais, est-ce qu'il se multiplient les marchés mobiles actuellement aux États-Unis? Je pense que c'est difficile parce que le financement des marchés mobiles, depuis les recherches de les marchés mobiles, oui, parce que le financement, c'est tout privé. Et il n'y a pas de financement pour le gouvernement. Et c'est très cher. Oui, c'est difficile. Benjamin et Noémie. Enfin, ah mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Ouais, non, mais si, je veux bien. Je veux bien répondre sur la question d'essayer de fédérer les initiatives. C'est vrai que, en tout cas, moi, je peux parler localement à Montpellier. Il y a beaucoup de jardins partagés, notamment, beaucoup de jardins qui fleurissent un peu partout en ville, que ce soit dans des espaces publics, dans des lieux que des gens se réapproprient, dans des écoles. Et je pense qu'il y a des tentatives de certaines associations ou institutions de collectivités d'essayer de mettre en réseau ces différents jardins, ces différents espaces. Après, savoir pourquoi, peut-être pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de temps commun, de rencontres de ces jardins. Je pense que c'est long à se mettre en place. Puis il y a aussi peut-être l'instabilité dont parle Lydia aux États-Unis, qui est un petit peu la même aussi ici. C'est que finalement,
le jardin, il se crée, est-ce qu'il est stable? On essaie déjà d'assurer son activité à lui, et puis alors après, essayer de développer les rencontres avec les autres. C'est juste ce que je peux répondre là-dessus. Et après, sur la question des horizons 2030-2050 sur les modes de consommation, c'est dur d'être dans de la prédiction, mais je pense qu'il va quand même y avoir des choses qui vont être clairement observables dans les années à venir, notamment autour de la santé et de la multiplication des impacts qu'on va pouvoir repérer sur la santé. On a parlé de l'obésité un petit peu ce matin, mais il va y avoir d'autres éléments. Et moi, je pense qu'il y a aussi un gros enjeu autour de la question des semences actuellement, et qui forcément, enfin selon moi en tout cas, sera décisive dans l'horizon 2030-2050 de quelle législation autour des semences et quelle place entre les grands groupes semenciers et l'autonomie des paysans et des habitants en général, et des cultivateurs, qu'ils soient professionnels ou individuels. Voilà. On est très sensible aussi à cette question de fédération, de travailler avec des associations, enfin justement pour qu'un tel projet ne soit pas dans la pratique, même s'il reste parfois dans la perception, un truc de bobo, justement. Le problème, c'est que dès qu'on commence à parler de nourriture locale, nourriture biologique, on a cette réaction très vite. Mais c'est souvent lié à cette question qui a été évoquée tout à l'heure du prix. Et on pense que si on arrive par un système comme le nôtre de baisser le prix, on peut aussi modifier cette perception. Et là, on fait beaucoup de travail en ce moment avec les associations du quartier, du 18e arrondissement, qui est très très populaire, qui a une population pour laquelle ces considérations sont peut-être pas le leur. Et on essaie on travaille avec une chose qui s'appelle l'équipe de développement local, qui appartient à la mairie de Paris, qui met en réseau toutes les associations locales, avec la mairie de Paris elle-même, qui nous soutient justement parce qu'on est censé être un supermarché du quartier qui va subvenir aux besoins de tous. Et écouter ce qu'ils souhaitent manger et essayer de fournir dans le magasin la meilleure version de cette chose, au lieu d'imposer une gamme de produits prédéfinis par une charte élaborée par une petite équipe qui n'est pas représentative des futurs membres de la coopérative. Ouais, justement, sur la question de l'avenir, je pense juste à une personne dans la coopérative qui est une mère de famille qui a 2 enfants et qui, elle, dit j'adhère dès maintenant pour m'assurer ma sécurité alimentaire un peu personnelle. On sait que c'est dans les grandes villes ou dans les périodes de crise alimentaire, c'est eux qui vont manger des rats et des pigeons. Et je pense que c'est pour essayer de créer des liens nécessaires dès maintenant avec le monde agricole, de connaître les agriculteurs qui vont nous fournir. C'est pour ça qu'à Park Slope, ils sont sans aucune envie de l'être un formidable concurrent aux supermarchés conventionnels parce qu'ils ont des liens personnels avec les agriculteurs locaux depuis 40 ans. Très bien, merci. Sur cette, peut-être vous précisez que sur cette question de l'horizon 2030-2050, restez connectés cet après-midi, puisqu'on aura avec nous des designers industriels à qui, évidemment, le futur ne fait pas peur. Au contraire, ils le pensent. Donc, restez là, ce sera en tout début d'après-midi. Alors, on va prendre les 2 dernières questions. Mademoiselle très insistante. Et il y avait monsieur tout en haut aussi qui s'était pré-réservé. On va prendre ces 2 dernières questions avant notre remise de prix. Oui, bonjour. Maëlie Lequin, je suis alors merci de votre concision également pour vos réponses, parce que le temps avance. Donc, bonjour, je vais essayer d'être rapide. Donc je m'appelle Océane, je suis étudiante en dernière année d'école d'ingénieur en industrie agroalimentaire. J'aimerais parler en particulier à la personne qui appartient donc à Artisans du Monde, où il a parlé justement de ces règles, de ces enjeux et de ce lobby et cette influence par les organismes et les industries agroalimentaires. Mais il y a un autre acteur qui a été pris en compte dans ce débat, qui est la grande distribution aussi. Donc on peut jouer sur
sur ces règles, entre guillemets, grâce par exemple à l'OMC, en changeant les normes, etc. Grâce aussi, entre guillemets, aux citoyens, à l'influence que nous, on peut porter. Mais peut-être que si on change le mode de distribution, parce que la grande distribution a beaucoup aussi d'influence sur les industries agroalimentaires. Donc si on change le mode de distribution, on pourrait avoir une influence aussi de cette manière. Donc peut-être que finalement, ce commerce de demain, ce commerce alimentaire de demain, pourrait peut-être passer par un autre mode de distribution. Et peut-être que vous, grâce à ces nouveaux modes de distribution qui sont plus citoyens, peut-être que nous-mêmes, on pourrait s'exprimer parce qu'on serait donc plus et on pourrait exprimer cette influence et ces nouveaux modes de production envers les industries agroalimentaires et le commerce mondial. Donc peut-être que la clé, finalement, elle se trouve sur le mode de distribution. Donc c'est peut-être coopératif de demain et sur aussi l'accessibilité qui se pose, parce que c'est bien beau de penser local, mais il faut que ce soit accessible. Moi, je suis étudiante, j'ai pas de voiture, je peux pas accéder, par exemple, à une coopérative qui se trouve à je sais pas combien de kilomètres de chez moi. Donc, pensez aussi à ces sortes de mobile market qu'on pourrait intégrer à des points relais dans des villes qui pourraient nous aider à rendre ça plus accessible. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Voilà. Merci. Oui, bonjour. Un peu une question plus en forme de plébiscite de ce qui nous a été présenté, puisque c'était autant d'initiatives qui tentent de perturber le système de la grande distribution, mais peut-être qu'ils voudront rebondir. Alors, une question là-haut. Bonjour, ce sera la dernière. Je suis étudiant à Montpellier Supagro. Et donc, c'est aussi l'intervention de David qui me fait réagir par rapport à l'écueil qu'il a constaté d'être avalé, finalement. Donc, je vais partir d'un constat, celui que des 3 initiatives présentées par Terre Nourricière, j'en connaissais aucune après 4 ans à Montpellier. Et qu'au contraire, peut-être que Terre Nourricière ne connaît pas les initiatives que je connais. La première étant la Disco Soup, qui est le même principe que le collectif Food Not Bomb, à part qu'on fait de la soupe avec les aliments collectés et en écoutant du disco. Donc ça s'est fait à Montpellier en décembre dernier aussi. Et une autre initiative qui est celle de l'apparition, par exemple, aux arceaux et à Figrolles, de petits parterres avec des légumes qui poussent dedans et sur lesquels il est inscrit pour donner un peu de verdure à Montpellier et servez-vous. Donc voilà, je me posais la question du coup de s'il n'y a pas d'autres écueils qu'on peut identifier et sur lesquels on peut travailler. Et au niveau des initiatives de l'innovation, j'en vois un qui est le cloisonnement. Enfin, les initiatives ne se connaissent pas, il n'y a pas de fédération, et donc là on en a parlé avec la première intervention, et que c'était peut-être un peu difficile, qu'il fallait attendre. Donc après, on peut peut-être essayer de travailler sur la recherche aussi. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'inertie dans la recherche? Est-ce qu'elle n'est pas trop passive? Et est-ce qu'on ne peut pas la rendre plus active? Par exemple, qu'il y ait de la communication, plus de retours sur les sujets de la recherche. Par exemple, Lydia, je vous pose plus particulièrement la question, est-ce qu'il y a eu un retour à toutes les expériences identifiées, une information sur toutes les autres expériences sur le territoire américain, par exemple, de la simple existence de ces organisations sur tout le territoire. Entendu, merci. Écoutez, voilà, les amis enseignants-chercheurs, vous avez entendu le message. En tout cas, nous, justement, je suis bien heureux que vous ne connaissiez pas ces initiatives, puisque, en l'occurrence, cette journée, cette table ronde, y participer, et c'était notre objectif, donc c'est très bien, et aussi l'objectif que les enseignants-chercheurs qui sont ici dans la salle entendent aussi ces initiatives et que ça puisse éventuellement susciter des programmes de recherche-action conjoint. Alors, il y avait quand même une question, peut-être plus sur les États-Unis, un référencement d'initiatives existantes, puisque vous, du coup, vous êtes chercheuse et travaillez avec ces initiatives alternatives. Est-ce qu'il y a des formes de recensement d'initiatives alternatives qui existeraient ainsi? Et peut-être sur les initiatives locales aussi, toujours cette question de, en fait, comment est-ce qu'on vous fait connaître, comment est-ce qu'on se connaît les uns les autres pour être peut-être plus utile, plus efficace, mieux raisonner avec la recherche. Donc je vous laisse. Mais aux États-Unis, les politiques favorisent l'agro-industriel. Il y a une communauté alternative qui demande le produits bio et équitable, mais c'est petit. Je pense qu'on augmente un peu, mais pas beaucoup.
et toutes les politiques favorisent les grandes entreprises. Oui. Nous avons changé le monde de la politique avant parce que avec le consommateur, le change c'est trop lent, trop douce. Oui. Alors, sur la question de la GMS, alors il se trouve que Artisans du Monde, on a une position assez particulière dans le monde du commerce équitable, justement, c'est que par rapport à ce que tu disais, Damien, au début, c'était l'éternelle question de la réforme ou de l'alternative. Bien nous avons choisi au début la réforme et puis finalement l'alternative, notamment sur cette question de mode de distribution, parce qu'effectivement nous avons identifié, bon, on n'est pas visionnaire, hein, tout le monde l'a identifié, mais on a identifié ce système de la grande et moyenne distribution comme un des facteurs des inégalités dans les chaînes d'approvisionnement. Donc Artisans du Monde a fait le choix de ne pas travailler avec la grande surface, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être en difficulté économique, il faut le dire. Hein, on est du coup sur un modèle économique qui est très fragile, qu'on assume et dont on est fier, mais qui de fait est fragile dans le cadre actuel qui favorise grandement la grande distribution. Ne serait-ce que les consommateurs qui vont, nous qui allons majoritairement en grande surface, les pouvoirs publics qui soutiennent majoritairement les grandes et moyennes surfaces par effet de lobby, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, mais il est clair que cette grande distribution, elle joue un rôle fort dans ces inégalités, et nous avons fait le pari justement de faire autrement, d'autres modes de consommation, d'autres modes de distribution, qui s'appuient sur des modèles économiques qui sont souvent décriés comme étant archaïques ou non professionnels, et j'en passe et des meilleurs, mais qui, depuis 40 ans, existent, réalisent chaque année presque 7-8 millions de chiffres d'affaires. Bon, évidemment, à côté de Carrefour, c'est pas grand-chose, mais et ne demandent qu'à se multiplier. Et là, du coup, je renvoie la balle. Comment on peut faire pour faire? Eh bien, il faut créer des points relais Artisans du Monde ou des coopératives de consommateurs ou des AMAP ou des choses comme ça. Il faut en créer et il faut effectivement le pousser pour montrer que c'est possible et ensuite, montrant que c'est possible, s'appuyer dessus pour faire un effet levier politique. J'aurais tendance à dire, on a la preuve que ça peut marcher. Tu parlais des semences tout à l'heure comme un sujet d'avenir. Par exemple, quand on dit il faut changer les règles, eh bien, c'est justement par le décloisonnement des actions de plaidoyer entre acteurs de commerce équitable qui n'ont rien à voir avec les semences. Voilà. Nous, on s'est engagé avec la Confédération paysanne, avec ATTAC, avec tout un tas d'organisations pour défendre les semences paysannes. Il se trouve qu'il y avait une loi sur les contrefaçons qui était en train d'être votée au Parlement. Il se trouve que les semences, suite à ce plaidoyer multidisciplinaire, cette loi sur la contrefaçon a exclu de son champ d'action les semences. Donc, un agriculteur peut faire de la semence paysanne sans être accusé de contrefaçon. C'était pas gagné. Eh bien, ça prouve qu'on peut le faire. Voilà, donc le décloisonnement, oui, et oui, et on le pratique, mais effectivement, si on ne fait pas ce décloisonnement, si on ne s'allie pas avec d'autres associations, avec d'autres ONG, on ne peut pas espérer toucher aux règles fondamentales. On ne peut pas espérer s'attaquer à des organismes comme l'OMC ou à des organisations ou des instances comme l'Union européenne. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à ces présentations vraiment bien stimulantes. Merci à vous tous.